Vendredi 7 septembre 2018, à Cernay, dans le Haut-Rhin. Il est 14 h lorsque Sylvie Le Tan se présente à la gendarmerie, accompagnée de sa mère. Elle vient signaler la disparition de sa sœur, Sophie. Et si les deux femmes sont si inquiètes, c'est que quelques heures auparavant, Sophie n'est pas venue pour son déjeuner d'anniversaire organisé par sa famille. C'est le jour précisément de son 20e anniversaire et jamais de la vie Sophie aurait manqué ce rendez-vous. Elle est très famille, très attachée à ses parents, très attachée à son frère, à sa petite sœur. Et donc c'est quand même très surprenant qu'elle ne se soit pas présentée à ce déjeuner qui était prévu de longue date. La maman de Sophie et Sylvie savent qu'il y a un drame qui se produit. Parce qu'elles sont fusionnelles avec Sophie. Et le jour de ses 20 ans, Sophie ne peut pas leur faire faux bon. La sœur de la jeune femme est d'autant plus angoissée par cette disparition que Sophie reste injoignable. Le dernier contact qu'elles ont eu, c'était le matin, vers 8h30. Elle a eu un échange avec sa sœur. Elle cherchait un appartement. Et voilà, et pour sa famille, comme c'est une famille très unie, c'est vraiment quelque chose de très surprenant. Qu'elle ne donne plus de nouvelles comme ça, pour eux, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Mais les gendarmes sont loin de s'alarmer, car pour eux, le silence de la jeune femme n'a rien de particulièrement inquiétant. Voilà, à 20 ans, les gens ont le droit de ne pas donner de nouvelles pendant quelques heures à leur famille, pendant quelques jours. Pour les gendarmes, il y a suffisamment d'affaires comme ça pour qu'ils ne s'inquiètent pas tout de suite, donc ils essayent d'être rassurants envers la famille. La sœur et la mère de Sophie Le Tan n'ont donc pas d'autre choix que de regagner leur domicile, la boule au ventre. La nuit de vendredi à samedi est une nuit blanche et une nuit d'horreur. Parce que les heures passent, la nuit passe, et toujours pas de nouvelles de Sophie. L'angoisse arrive, la peur arrive. Est-ce qu'elle a été kidnappée, enlevée? Est-ce qu'elle a eu un accident? Et donc l'imagination prend le relais et on pense à des choses horribles. Le lendemain matin, le jour se lève sur le village de Cernay et Sophie Le Tan n'a toujours pas donné signe de vie. De la part de cette étudiante sans histoire, un tel comportement est inimaginable aux yeux de ses parents, un couple de Vietnamiens venus se réfugier en France 25 ans plus tôt. Dans les années 80, ils ont fui assez jeunes le régime, la répression communiste au Vietnam, et donc se sont réfugiés en France. Sophie savait pourquoi elle était là, et elle était redevable de ses parents. Elle sait ce que ses parents ont enduré depuis le Vietnam, que c'est grâce à ses parents qu'elle a pu arriver où elle était, bénéficier de tout ce qu'elle avait besoin. Il y avait ce respect profond envers la famille et ses parents. Cadette d'une fratrie de 3 enfants, Sophie Le Tan a la tête sur les épaules. Du haut de ses 20 ans, elle aide même sa famille pour toutes les tâches administratives. Ses parents parlent moins bien le français, donc effectivement, Sophie joue ce rôle-là, de s'occuper des papiers, de gérer un petit peu la famille d'un point de vue administratif. Elle aide beaucoup à ce niveau-là. Côté professionnel, la jeune femme mène de brillantes études d'économie qu'elle finance elle-même grâce à un emploi de standardiste dans un hôtel. Sophie était très courageuse entreprendre ses études et à la fois travailler de nuit dans un hôtel. Ce n'est pas évident, c'est fatigant, surtout de nuit. Donc elle était trop motivée, donc elle fonçait. C'est une fille qui fonçait, qui allait de l'avant. À quelques semaines de la rentrée, la jeune femme s'apprête à franchir une nouvelle étape en quittant le domicile parental pour s'installer seule à Strasbourg. Apparemment, tout lui sourit. Elle avait un travail où elle pouvait gagner de l'argent. Elle était inscrite à l'université pour continuer ses études. Avec la famille, ça se passait très bien. Ce jour-là, on allait fêter son anniversaire. Il n'y avait aucun problème. Sophie Le Tan n'a pas donné signe de vie depuis plus de 24 heures. Et face à l'indifférence des gendarmes, sa sœur Sylvie décide de mener sa propre enquête. Elle commence par fouiller la chambre de la disparue et notamment son ordinateur. Par chance, elle connaissait le nom d'utilisateur et le mot de passe de Sophie, et donc elle a pu se connecter sur l'ordinateur. La jeune femme découvre alors un premier indice.
En parcourant l'historique des recherches faites sur Internet, Sylvie Le Tan découvre que le matin de la disparition, sa sœur devait visiter un appartement situé à Schiltigheim, dans la banlieue nord de Strasbourg. Le reste de l'historique prouve que Sophie a bien consulté les horaires de train pour rentrer ensuite chez ses parents. Ça indique vraiment qu'elle avait l'intention de se rendre à Cernay pour retrouver ses parents le jour de son anniversaire, ce fameux jour pour faire ce déjeuner en famille en fait. Ça prouve qu'en tout cas, il a dû se passer quelque chose de grave ce matin-là pour que tout bascule. Sylvie Le Tan se souvient alors d'un détail important. À 8h30 ce matin-là, juste avant de visiter l'appartement, sa sœur lui avait envoyé une photo d'elle via le réseau social Snapchat. Or, la particularité de cette application est de géolocaliser ses utilisateurs. C'est une application qui s'installe sur téléphone et dont le but est d'échanger notamment des images ou des vidéos entre les personnes qui possèdent cette application. Donc chaque utilisateur, quand il prend une photographie avec son appareil, enregistre au même moment la position de l'appareil de téléphone. Snapchat va ensuite combiner ces informations et les partager entre ces différents participants pour qu'ils puissent se voir sur une carte et se localiser mutuellement. Grâce à cette application, elle va vraiment pouvoir localiser de manière extrêmement précise là où Sophie était au dernier moment, c'est-à-dire c'était route de Bischwiller, donc c'est la grande route à l'entrée de Schiltigheim, et même au niveau du numéro 54. Pour la famille de Sophie, c'est déjà un début de piste. C'est-à-dire que le dernier signe de vie qu'elle a donné ce matin-là, on peut le situer grâce à la technologie, je dirais. Et donc c'est une avancée pour les parents qui est assez importante. Forte de cette information, la famille Le Tan publie immédiatement un appel à témoins sur tous les réseaux sociaux. Ils vont lancer ce message un peu comme une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux en essayant voilà, d'ameuter la population parce qu'ils sentent bien que du côté de la gendarmerie ou de la police, ça ne bouge pas encore et ça fonctionne effectivement très bien. Sur les réseaux sociaux, il y a cette émotion de voir cet appel à l'aide et il est très vite partagé par beaucoup de monde et tout le monde essaye de réfléchir s'ils n'ont pas vu cette jeune fille quelque part du côté de Schiltigheim. En attendant d'éventuels témoignages, la famille Le Tan se rend immédiatement à Schiltigheim, à l'adresse où l'application Snapchat a localisé Sophie pour la dernière fois, 54 route de Bischwiller. Ils vont faire du porte-à-porte, cage d'escalier par cage d'escalier, étage par étage, pour demander dans ce quartier, savoir si quelqu'un a vu la jeune fille la veille, donc ce 7 septembre. C'est un lieu de passage, il y a énormément de véhicules qui circulent, il y a des commerces, il n'y a pas de raison que personne ne l'ait vu à cette heure-là à Schiltigheim. Et donc on observait les gens qui allaient et venaient dans les immeubles, ou qui venaient d'acheter une baguette. Il y a une certaine forme de paranoïa qui s'installe. Malheureusement, ces recherches ne donnent rien. Personne ne se souvient avoir vu Sophie Le Tan. Mais le lendemain, l'avis de recherche diffusé sur les réseaux sociaux apporte soudain des résultats. L'une après l'autre, 2 étudiantes contactent la famille Le Tan et elles racontent exactement la même histoire. Toutes les 2, comme Sophie, ont recherché un appartement à Schiltigheim 15 jours plus tôt. Et toutes les 2 ont eu la même sensation d'avoir affaire à un propriétaire au comportement bizarre. Les 2 jeunes femmes qui avaient répondu à cette annonce ont confirmé à Sylvie qu'elles avaient eu une impression étrange, que leur interlocuteur au téléphone était évasif, qu'il ne répondait à aucune question précise. Le propriétaire de l'appartement avait fixé un rendez-vous à chacune des 2 étudiantes. Mais face à son attitude singulière, une seule s'y est rendue, en se faisant accompagner par son petit ami. Et une fois sur place, elle a attendu et le contact de l'annonce immobilière ne s'est jamais montré. La jeune femme précise alors l'adresse où elle avait rendez-vous avec l'étrange propriétaire, 23 rue des Chasseurs. Et là, surprise quand même pour la famille de Sophie, ça correspond exactement au même quartier. On est à quelques centaines de mètres à peine du 54 route de Bischwiller où l'application Snapchat a été activée sur le téléphone de Sophie Le Tan. Ces 3 jeunes femmes sont sans doute tombées
sur la même annonce immobilière et ont cherché voilà, le même appartement et ont peut-être répondu exactement à la même annonce. La coïncidence est suffisamment troublante pour que la famille Le Tan décide d'alerter à nouveau les forces de l'ordre. Mais cette fois-ci, elle se rend directement au commissariat de Strasbourg. Il tape le scandale, comme on a dit, parce que là, ça commence à bien faire. Personne ne se soucie de la disparition aussi brutale de cette jeune fille. Et pour la première fois, ils sont entendus. Une fois que la famille a exposé tous ses premiers éléments, le fruit de l'enquête menée sur le terrain, je dirais, les choses enfin sont prises au sérieux par les autorités. Et assez rapidement, le procureur de la République est avisé. C'est ainsi que le lendemain, lundi 10 septembre, une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte et confiée à la police judiciaire de Strasbourg. Malheureusement, 3 jours se sont déjà écoulés depuis la disparition de Sophie Le Tan. La famille a l'impression d'avoir perdu du temps parce qu'il dit mais voilà, on recommence tout à zéro à nouveau. Donc on a perdu vendredi, samedi, dimanche. Finalement, à quoi faire? Et 3 jours où on n'a pas de nouvelles de Sophie, on imagine le pire. Donc oui, une forme de frustration. Et puis à la fin, on se dit, bon, bah, la PJ peut-être va essayer de trouver quelque chose avec leur méthodologie, avec leur expérience. Les enquêteurs commencent par convoquer les 2 étudiantes qui ont répondu à l'annonce immobilière suspecte dans le même quartier que Sophie Le Tan. Et en comparant leurs témoignages, un premier élément les intrigue. Les enquêteurs sont surpris puisque ce sont les mêmes annonces, mais quand ils regardent, ce n'est pas le même nom du propriétaire, ce n'est pas le même numéro de téléphone, et donc là il y a quelque chose qui cloche. Ils ne comprennent pas comment voilà, le descriptif de l'appartement semble être le même, mais après sur le nom du propriétaire et sur le numéro de téléphone, là c'est totalement différent. Donc ça intrigue un petit peu les enquêteurs, parce que les 2 jeunes filles parlent d'un homme au téléphone qui aurait sans doute la même voix, mais pourquoi il y aurait plusieurs lignes téléphoniques? Des réquisitions sont immédiatement ordonnées auprès des opérateurs téléphoniques de ces 2 lignes. Malheureusement, ces numéros des propriétaires sont des numéros de cartes prépayées. Donc en fait, ce sont des cartes anonymes. On ne sait pas qui est derrière ce téléphone. Ça sert habituellement, notamment chez les trafiquants, chez les criminels, pour ne pas être remonté d'étrangers, comme on dit, par la police avec ces éléments techniques. Dans l'espoir d'identifier ce mystérieux propriétaire, les enquêteurs se lancent alors dans un véritable travail de fourmi. Pendant plusieurs jours, ils comparent minutieusement les horaires précis de toutes les cartes SIM et de tous les téléphones qui ont borné l'antenne relais couvrant le quartier de l'appartement à louer. Des investigations extrêmement laborieuses, mais qui vont s'avérer payantes. C'est-à-dire que plusieurs téléphones semblent avoir été utilisés par une même personne, parce qu'ils apparaissent au même moment, parce qu'ils apparaissent au même endroit, parce que lorsque l'un disparaît, un autre apparaît dans les registres de façon systématique. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les autres numéros sont vraisemblablement également opérés par ce même individu. Mais le 15 septembre, alors que les enquêteurs épluchent depuis 5 jours cette énorme masse de données, c'est le coup de théâtre. Il se passe quelque chose d'assez inespéré. C'est-à-dire qu'il y a une de ces cartes qui était désactivée, qui se réactive du jour au lendemain. Il y a un numéro qui va ressortir et qui là n'est pas un numéro de carte prépayée, c'est le numéro personnel d'une personne qui visiblement a utilisé le même téléphone que celui des cartes prépayées. Mais là, c'est un tournant dans cette affaire parce que cette carte a été achetée sous un vrai nom et correspond à un certain Jean-Marc Reiser. Huit jours après la mystérieuse disparition de Sophie Le Tan, les enquêteurs ont peut-être retrouvé le nom de celui qui a été le dernier à l'avoir vue vivante. Ils se renseignent donc immédiatement sur ce Jean-Marc Reiser. Il vit à Schiltigheim, il a 58 ans, il a une fille d'environ 25-26 ans, il est divorcé, il vit seul.
Il est le fils d'un garde forestier. Il a vécu essentiellement dans le nord de l'Alsace. Et puis après, il est venu faire ses études à Strasbourg. Il a étudié en droit à Strasbourg. Puis il a fait des études administratives en Corse. Il a été salarié assez longtemps dans la fonction publique, à la Poste. Il a une vie en apparence de monsieur tout le monde. Mais en poursuivant leurs investigations, les policiers découvrent que derrière ce portrait apparemment sans histoire se cache en fait un lourd passé judiciaire qui a mené Jean-Marc Reiser derrière les barreaux pendant plus de 10 ans. Jean-Marc Reiser a été condamné en 2001 à 15 ans de réclusion criminelle pour 2 viols commis à la fin des années 90, un sur son ex-petite amie de l'époque et un autre viol sur une autostoppeuse qu'il avait prise en charge et qu'il avait violée. Donc on n'est pas sur un profil de petit délinquant. L'homme avait été arrêté pour ces 2 viols en 1997. Et à l'époque, les policiers avaient retrouvé dans le coffre de sa voiture des plaquettes d'un puissant anesthésiant, mais également d'autres indices témoignant de son extrême dangerosité. Des armes, tout d'abord. Un fusil de chasse, un pistolet, un 6,35 unique, un scalpel, un couteau à cran d'arrêt, des cordelettes, un pied de biche. Il y a un jeu de photographie d'un certain nombre de femmes, donc photographie amateur, qu'il a faite lui-même, de nombreuses femmes différentes qui sont toutes dans des postures assez préoccupantes parce qu'elles sont nues, faisant l'objet de sévices sexuels et étant totalement inconscientes. S'il n'y avait pas eu ces photos et ces produits neuroleptiques dans la voiture, on aurait pu penser à l'arsenal du parfait braqueur. Sauf que là, on pense évidemment à autre chose. C'est plutôt au nécessaire du prédateur sexuel. Mais les découvertes sur le passé de Jean-Marc Reiser ne s'arrêtent pas là. Car il s'avère que l'homme a déjà été inquiété dans une étrange affaire de disparition vieille de plus de 30 ans. Le 8 septembre 1987, Françoise Oman est une jeune fille de 23 ans qui, pour arrondir ses fins de mois, puisqu'elle est étudiante, a décroché un poste donc, de représentante de commerce pour une marque d'aspirateur. Et à l'époque, eh c'était très courant, on devait faire du porte-à-porte. Donc, dans le cadre de sa feuille de mission, il lui est demandé ce jour-là d'aller dans le quartier de Haute-Pierre, à Strasbourg. Le dernier appartement identifié qu'elle a visité, c'est celui de Jean-Marc Reiser, aux alentours de 17h30, 18h. Jean-Marc Reiser lui-même indiquera d'ailleurs qu'elle est venue lui faire une démonstration pendant une vingtaine de minutes. À partir de cette dernière visite, elle disparaît. À l'époque, une perquisition de son domicile n'avait rien donné. Il découvre l'appartement de Jean-Marc Reiser, qui est impeccable, bien rangé, et il ne trouve ni Françoise Oman dans cet appartement, ni son sac à main, ni encore l'aspirateur et le matériel de démonstration qui ont aussi disparu avec elle. Jean-Marc Reiser avait également un alibi grâce au témoignage de sa compagne de l'époque. Celle-ci avait affirmé qu'elle était chez lui toute la soirée. Mais quelques années plus tard... Cette petite amie se rétractera et indiquera qu'elle avait été contrainte par Jean-Marc Reiser à faire croire qu'elle avait rejoint dans la soirée et qu'elle avait passé la nuit avec lui, alors qu'en réalité, il avait été seul toute la soirée et toute la nuit. En 2001, après avoir déjà été condamné pour viol, Jean-Marc Reiser a donc été poursuivi pour l'assassinat de la jeune représentante en aspirateur. Mais à l'issue du procès... Il est donc acquitté. Ça veut dire que la cour d'assises estimait qu'il n'y avait pas assez de preuves pour donc, le condamner aux 30 ans de réclusion criminelle qui avait été requis contre lui, puisque un grand principe donc, légal s'applique en France, qui est le doute doit profiter à l'accusé. Ils estimaient qu'il y avait un doute, notamment par le fait qu'il n'y avait pas de cadavre, pas de mobile. Le corps de Françoise Oman n'a jamais été retrouvé. Mais 31 ans plus tard, avec la disparition de Sophie Le Tan dans les mêmes circonstances, les policiers s'interrogent. Sont-ils sur la piste d'un tueur en série ? Il est vrai qu'il y a quand même beaucoup de similitudes dans ces deux affaires, dans le sens déjà le profil de la victime, donc deux jeunes femmes, très jeunes, 20 ans, 23 ans, très jolies, toutes deux, plutôt menues, et puis donc deux jeunes femmes qui, finalement par le plus grand des hasards, à un moment vont sonner à la porte de Jean-Marc Reiser et vont
totalement se volatiliser en l'espace de quelques heures. Le 15 septembre 2018, soit 8 jours après la mystérieuse disparition de Sophie Le Tan, une étudiante de 20 ans, les enquêteurs sont persuadés que c'est Jean-Marc Reiser, 58 ans, qui a enlevé la jeune femme. Après avoir épluché son passé judiciaire, les policiers pensent qu'ils ont affaire à un criminel récidiviste et particulièrement dangereux. Pour l'interpeller, ils appellent donc en renfort les hommes de la prestigieuse BRI, la brigade de recherche et d'intervention de la police. Ils sont équipés pour faire face éventuellement dans des affaires de terrorisme, pour faire face à des hommes armés, pour faire face au grand banditisme. On prend des précautions parce qu'on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui choisit ses proies et qui peut être très dangereux pour les policiers. À 22h30, les hommes de la BRI se présentent ainsi au domicile de Jean-Marc Reiser. Malheureusement, l'homme est absent. Les policiers vont tenter de localiser Jean-Marc Reiser et ça va être fait grâce à son téléphone portable qui va borner. Donc on va le suivre un petit peu à la trace, discrètement, en voiture, parce qu'il se déplace en voiture dans l'agglomération de Strasbourg. C'est alors que le véhicule du suspect s'engouffre dans un parking. Il va ralentir, s'arrêter et c'est là que la police, la BRI et les effectifs de la section criminelle de la PJ de Strasbourg vont lui sauter dessus et l'interpeller. Il voit qu'il ne peut pas s'évader, il voit qu'il est coincé, se réserve, sort, avec un sang-froid qui n'appartient qu'au récidiviste qu'il est. Il sort très calme. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai rien à me reprocher. L'homme est aussitôt menotté et emmené sous bonne garde. Pendant ce temps, les policiers fouillent sa voiture. Malheureusement, ils n'y trouvent aucune trace de Sophie Le Tan. En revanche, le coffre contient de nombreux indices pour le moins inquiétants. On retrouve une bâche, un jerrycan et des cartes de randonnée. Alors évidemment que ça interpelle les policiers. N'étant pas un randonneur professionnel, qu'est-ce que faisait Jean-Marc Reiser avec ce jerrycan? Est-ce qu'il n'a pas essayé de se débarrasser d'un corps? Les cartes de randonnée correspondent à des endroits assez reculés de cette région. Est-ce qu'il n'aurait pas, par hasard, essayé de se débarrasser du corps de cette jeune fille dont on est sans nouvelles depuis plus d'une semaine maintenant? Et les craintes des enquêteurs ne font que se renforcer quand ils découvrent dans le coffre une lame de cutter et une cordelette. À l'issue de cette interpellation musclée, Jean-Marc Reiser est placé en garde à vue. Avant que le suspect soit interrogé, une perquisition de son appartement est d'abord ordonnée. Et dès leur arrivée sur place, les enquêteurs sont intrigués par un détail. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'il y a eu un ménage exceptionnel qui a été fait sur les lieux. Ça sent encore l'eau de Javel, comme si on avait voulu récurer au maximum. Des traces de quoi? C'est la question à laquelle vont devoir répondre les techniciens de l'identité criminelle. Aussitôt appelés en renfort, ces experts commencent par rechercher si des traces de sang ont pu être nettoyées. Pour cela, ils utilisent un produit chimique très particulier, le Blue Star. Ce produit, c'est un réactif chimique à base de luminol d'eau oxygénée et va réagir en donnant une luminescence bleue caractéristique de la réaction du Blue Star avec l'hémoglobine. Il permet notamment de révéler des traces de sang non visibles à l'œil nu, donc du sang qui aurait pu être essuyé, lavé, dilué sur les objets ou sur les scènes de crime. Toutes les pièces de l'appartement sont alors plongées dans l'obscurité afin de voir si cette fameuse lumière fluorescente apparaît quelque part. Et aussitôt, sous les yeux des enquêteurs médusés, le Blue Star révèle des traces de sang nettoyées à plusieurs endroits. Mais c'est surtout dans la salle de bain que le produit chimique réagit massivement.
Il y a visiblement du sang au sol, dans la baignoire, sur le chauffe-eau. Ils ont remarqué également que ça avait été nettoyé de manière tellement méticuleuse par Jean-Marc Reiser qu'il était allé jusqu'à dévisser le siphon et nettoyer le siphon de fond en comble. C'est des amas de sang qui ont été nettoyés. C'est pas effectivement juste quelques gouttelettes de sang qui auraient été effacées. Là, c'est vraiment, ça a été essuyé, nettoyé partout. Et là, les enquêteurs sont persuadés qu'ils sont face à une scène de crime. Pour déterminer si ce sang correspond à l'ADN de Sophie Le Tan, des prélèvements sont effectués dans tout l'appartement. Entre-temps, les hommes de la PJ de Strasbourg ont mis la main sur d'autres indices. L'ordinateur du suspect, qui pourrait livrer de précieuses informations, mais aussi des baskets maculées de terre, ainsi qu'une paire de jumelles. Les enquêteurs vont s'apercevoir que le balcon de l'appartement de Reiser donne sur la route de Bischwiller où Sophie a été géolocalisée par Sylvie. Les enquêteurs vont saisir des jumelles qui permettaient à Reiser, selon eux, de regarder l'endroit où était Sophie et les jeunes femmes à qui il donnait rendez-vous pour choisir sa proie. L'une d'entre elles étant venue avec son compagnon, c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas montré, parce que de là où il peut parfaitement voir si la personne est accompagnée ou non. Il peut la voir sur tout son trajet et donc la voir arriver doucement, voir si éventuellement quelqu'un l'accompagne. Et donc c'est vraiment un poste d'observation parfait pour quelqu'un qui tend un piège. Enfin, un dernier indice est découvert dans la cave de Jean-Marc Reiser, une scie sans lame qui est aussitôt mise sous scellé. Vu les traces de sang qu'il y a dans l'appartement, on peut se demander à ce moment-là si Jean-Marc Reiser n'a pas découpé le corps de Sophie Le Tan, soit dans l'appartement, soit ailleurs. Ça fait partie des questions que se posent les enquêteurs à ce stade-là. De retour au commissariat de Strasbourg, les enquêteurs peuvent commencer l'interrogatoire de Jean-Marc Reiser. Mais ils savent que cette garde à vue s'annonce particulièrement difficile. C'est un homme qui a 58 ans, qui est très sûr de lui et qui en impose, quoi. Jean-Marc Reiser, il a un peu la tête de monsieur tout le monde, mais dans le regard, je dirais qu'il a quelque chose d'un petit peu glaçant. Il a un côté très froid, très détaché. On sent qu'il a l'expérience de la garde à vue en matière criminelle et il ne livre pas grand-chose aux enquêteurs. Il va dire qu'il n'a jamais rencontré Sophie Le Tan, qu'il ne l'a jamais vue, et on lui montre la photo, il dit non, c'est pas vrai, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne vois pas de quoi vous me parlez. Il va nier complètement l'avoir rencontrée. Les policiers interrogent alors Jean-Marc Reiser sur son emploi du temps le 7 septembre 2018, jour de la disparition de Sophie Le Tan. Mais le suspect reste très évasif. Il va dire que ça a été une journée tout à fait banale pour lui. Il a été faire quelques courses dans le quartier, il s'est un peu baladé dans le coin, il a pianoté sur Internet et qu'il n'a rien à dire de particulier sur cette journée du 7 septembre. Les enquêteurs insistent. N'avez-vous pas donné rendez-vous à Sophie Le Tan pour une visite d'appartement? Mais là encore, l'homme nie farouchement. Jamais. Jamais j'ai passé d'annonce. Monsieur Reiser croit pouvoir mentir sans problème. Il ne sait pas qu'on a retrouvé les deux jeunes femmes qui ont répondu à son annonce. Jean-Marc Reiser est alors interrogé sur les différents indices retrouvés dans sa voiture et à son domicile. Et une fois de plus, il a réponse à tout. Les bâches, c'est parce qu'il voulait réparer sa voiture, il avait peur de la salir. Les cartes de randonnée, eh bien, c'est parce qu'il aime bien se balader. Le jerrycan, ça sert toujours d'en avoir un à bord. Le cutter, c'est pour éventuellement sur ses balades en forêt s'il en a besoin. Les baskets tachées de terre, c'est parce qu'il aime se balader aussi en forêt. Les jumelles, il s'en sert en forêt. Enfin, il y a toujours une bonne excuse. Il a toujours réponse à tout pour tous les éléments qui, mis ensemble, forment un tableau extrêmement inquiétant. Mais pour lui, évidemment, ça n'a rien à voir. Et puis à la fin de sa garde à vue, les policiers lui disent « Et si on retrouvait l'ADN de Sophie Le Tan chez vous ?»« Impossible !»« Impossible !» dit-il. À l'issue de sa garde à vue, malgré ses dénégations, Jean-Marc Reiser est mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat.
et immédiatement incarcérée. Les enquêteurs n'ont qu'un espoir désormais, que les résultats des expertises ADN leur donnent raison. Vu les résultats de la perquisition, les enquêteurs doutent sérieusement que Sophie Le Tan soit encore vivante. Quoi qu'il en soit, ils poursuivent leurs recherches pour tenter de la retrouver. Ils mettent ainsi en place d'immenses battues avec le soutien logistique de l'armée. Pour circonscrire la zone des recherches, ils se basent sur la géolocalisation du téléphone de Jean-Marc Reiser dans les jours qui ont suivi la disparition. Mais l'opération s'avère particulièrement compliquée. Le vrai problème qu'on a, c'est qu'il a borné à 3 endroits différents qui sont extrêmement vastes et avec une multitude de cachettes possibles. Ce sont des secteurs montagneux, il n'y a pas beaucoup de relais téléphoniques et donc le bornage est beaucoup moins précis qu'en ville. Et du coup, les enquêteurs se retrouvent face à des zones immenses de montagnes, de forêts à fouiller. En parallèle, un avis de recherche est diffusé par voie de presse. De leur côté, les proches de Sophie Le Tan ne désespèrent pas de retrouver la jeune femme vivante. Relayés par les médias, leur combat suscite une vive émotion à travers la population. Sophie, ça aurait pu effectivement être ma fille, ma sœur, mon amie, la fille d'une amie, enfin peu importe. C'était une jeune fille qui avait encore toute sa vie devant elle. Spontanément, une véritable petite armée d'anonymes se mobilise pour participer aux recherches, notamment dans les nombreuses usines désaffectées situées autour du domicile de Jean-Marc Reiser. On voyait des gens qui n'avaient jamais participé de près ou de loin à une enquête et tout, qui étaient simplement touchés par ce qui s'était passé. Et ils venaient là, en famille, certaines mamans venaient avec leurs poussettes, arpenter ces terrains autour des plans d'eau, à regarder dans les arbres, à fouiller les buissons pour essayer de trouver le moindre indice. L'idée de départ, c'était de retrouver Sophie, alors qu'elle soit effectivement vivante ou morte. On avait toujours en tête qu'on pouvait éventuellement la retrouver sans vie. Mais malgré tous ces efforts, Sophie Le Tan reste introuvable. C'est ainsi que le 29 septembre 2018, soit 22 jours après sa disparition, une marche blanche est organisée à Cernay, sa ville d'origine. Plus de 400 personnes s'y rassemblent pour témoigner leur soutien à la famille Le Tan. On ne s'attendait pas à voir énormément de monde. Toutes ces personnes qui se sont de près ou de loin concernées étaient là. Cette marche blanche a énormément touché la famille. Six jours après cette marche blanche, alors que l'espoir de retrouver Sophie Le Tan vivante s'amenuise, les enquêteurs reçoivent les résultats de l'analyse de l'ordinateur de Jean-Marc Reiser. Des résultats pour le moins accablants. On découvre de manière certaine que, contrairement à ce qu'il dit, il a bien passé une annonce pour sous-louer son appartement et qu'il y a plusieurs jeunes filles qui ont répondu à ces annonces. Et il dira en fait que s'il a passé ces annonces sous un faux nom, c'est parce qu'il savait que c'est illégal. Il est locataire d'un organisme social et qu'il n'a pas le droit de sous-louer son appartement. Mais pour les enquêteurs, très vite, il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est que certaines photos ne correspondent pas à l'appartement de Jean-Marc Reiser. Ce sont des photos, en fait, qui correspondent à l'appartement de sa mère. Et donc, on comprend que l'annonce, elle est complètement fausse dès le départ et que cette annonce sert juste à attirer des gens, à l'appeler. Et donc, on sent que cette annonce est au cœur, c'est le début du piège mis en place par Jean-Marc Reiser. Mais l'exploitation de l'ordinateur apporte une autre information troublante. On va découvrir aussi que, postérieurement à la disparition de Sophie Le Tan, il aurait fait des recherches sur Internet sur les moyens de fuir à l'étranger et d'échapper à la justice. Une liste de pays qui ont comme particularité de ne pas accepter l'extradition. Donc on peut se demander si, une fois que Sophie a disparu, Jean-Marc Reiser n'avait pas l'intention de fuir à l'étranger pour échapper éventuellement à la justice. C'est alors que de nouveaux éléments à charge arrivent sur le bureau des enquêteurs.
les résultats des expertises génétiques effectuées sur les indices recueillis au domicile de Jean-Marc Reiser. Et là, ça va matcher, comme on dit, de manière absolument certaine. Les policiers établissent que le sang retrouvé en plusieurs endroits dans l'appartement de Reiser correspond de manière indubitable à celui de Sophie Le Tan. Du sang appartenant à l'étudiante est également retrouvé sur la paire de baskets maculées de terre. Aussitôt, les proches de Sophie Le Tan sont informés de ces sinistres découvertes. Mais vous imaginez l'état d'esprit de la famille. C'est pire qu'avant. C'est un puits sans fond. On retombe encore à nouveau dans le désespoir et dans la douleur. On tombe presque dans cette peur d'attendre la prochaine nouvelle qui va nous anéantir à nouveau. Il n'y a pas de mots finalement. C'est très très dur. Jean-Marc Reiser est immédiatement confronté à ces résultats. Lui qui a affirmé ne pas connaître Sophie Le Tan, comment explique-t-il que du sang de la jeune fille ait été retrouvé chez lui en grande quantité? Monsieur Reiser, avec un aplomb qui n'appartient qu'à lui, change de version à 360 degrés. Oui, je connais Sophie Le Tan. Ah oui, le 7 septembre 2018, j'ai rencontré cette jeune fille devant chez moi. Elle était blessée à la main. Et Sophie Le Tan, que j'avais rencontrée à la faculté, m'a demandé si j'habitais dans le secteur. Et Sophie Le Tan m'a demandé si je voulais pas l'aider à être soignée. Et pourquoi il y aurait autant de traces de sang dans la salle de bain? Là aussi, Jean-Marc Reiser a réponse à tout. C'est parce qu'il a pris une éponge et qu'il a tout nettoyé. Et donc, en utilisant l'éponge pour effacer les quelques traces de sang de Sophie Le Tan, il en aurait mis, malchance, il en aurait mis partout. Là, ce qui est discordant, c'est une plaie de la main, qui n'a pas été une plaie sans doute extrêmement profonde, extrêmement délabrante, puisque il indique qu'il assure les soins lui-même, donc il met un pansement, etc. Et peu compatible avec les quantités qui sont retrouvées, où l'importance du saignement est tout autre. Mais un autre indice prélevé lors de la perquisition vient lourdement incriminer le suspect. La scie sans lame retrouvée dans la cave. Car après expertise génétique, on va découvrir une tache de sang sur le manche. Et ce sang, évidemment, va être comparé à l'ADN de Sophie Le Tan et on va se rendre compte que ce sang appartient également à Sophie Le Tan. C'est évidemment un élément décisif dans l'enquête. Imaginez, on vous dit qu'on retrouve du sang de Sophie sur une scie, il n'y a pas 36 000 scénarios. Le papa a vacillé, il ne pouvait plus tenir debout. Il était complètement dévasté, détruit. Je crois que c'était le coup fatal. Confronté à ce résultat accablant, Jean-Marc Reiser perd son mental d'acier et se montre pour la première fois totalement déstabilisé. Jusque-là, il répondait à toutes les questions vraiment de manière très sûre de lui, comme d'habitude. Et d'un seul coup, il y a cet élément qui arrive, il ne l'a pas prévu, et là, il ne sait plus quoi dire. Il ne va même pas pouvoir inventer une version. Jamais, alors qu'il a retiré les lames, jamais il n'a pensé qu'on pourrait retrouver le sang de Sophie sur ce manche. C'est la pièce à conviction qui peut le faire tomber, et c'est la pièce à conviction qui peut le condamner à perpétuité. Plus d'1 an après la disparition de Sophie Le Tan et l'incarcération de Jean-Marc Reiser, celui-ci, du fond de sa cellule, attend la tenue de son procès. L'homme continue de nier toute implication, tandis que le corps de Sophie Le Tan n'a toujours pas été retrouvé. C'est alors que le mercredi 23 octobre 2019, une famille en balade en forêt à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg fait soudain une macabre découverte. Cette famille se promène et puis voit à proximité du sentier un crâne. Un crâne sans mandibule, donc sans la mâchoire du bas.
Le hasard veut que parmi ces promeneurs se trouve une gendarme qui fait immédiatement le lien avec l'affaire Le Tan et alerte la police judiciaire de Strasbourg. Dès leur arrivée, enquêteurs et techniciens de scène de crime gèlent les lieux et quadrillent soigneusement la zone. À quelques mètres du crâne, ils remarquent alors la présence d'un petit monticule de terre. Et en fouillant sous ce monticule, on va retrouver une partie d'un corps humain, un tronc, on va retrouver des humérus et puis on va retrouver le bassin avec une tête de fémur. Une sorte de mini-sépulture avec des branchages, de la terre, comme si on avait creusé une tombe un peu à la va-vite, je dirais. Or, il s'avère que cette mini-sépulture a manifestement été réalisée selon une technique bien connue des gardes forestiers de la région. Le 23 octobre 2019, un peu plus d'un an après la disparition mystérieuse de Sophie Le Tan, une jeune étudiante de 20 ans, un squelette est découvert dans une forêt à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg. Ce qui étonne les enquêteurs, c'est que ces ossements sont retrouvés sous un monticule de terre. Or, il s'avère que ce tumulus a manifestement été réalisé selon une technique bien connue des gardes forestiers de la région. Alors, évidemment, comme Jean-Marc Reiser est fils lui-même de forestier, il connaît cette technique qui est pratiquée par certains gardes forestiers pour stocker du bois. En fouillant ce tumulus, les enquêteurs constatent que les avant-bras et les jambes du squelette sont manquants. Une première explication est alors envisagée. Très souvent, dans des corps qui sont retrouvés, des gens qui décèdent en milieu naturel, pas forcément d'origine criminelle, il y a souvent l'action des prédateurs, qui peuvent être un sanglier, qui peuvent être un renard, qui vont un petit peu prendre des segments du corps, notamment les membres, qui sont plus faciles pour l'animal à tirer. Peut-être le tumulus était-il plus important, l'animal a gratté pour dégager ce qu'il ressentait sous la terre. Ce n'est pas impossible. Mais l'intervention d'animaux sauvages n'est pas le seul scénario possible. Évidemment, quand on pense à l'affaire Le Tan, sachant qu'on a découvert cette scie avec le sang de la jeune fille dessus, on peut se demander si elle n'a pas été démembrée, découpée en morceaux et amenée dans cette forêt reculée à 40 km de Strasbourg. Dans ce cas, le tueur a pu enterrer les parties manquantes ailleurs, dans le but de retarder l'identification du corps de sa victime. Seule une expertise anthropologique permettra de dire si l'une de ces deux hypothèses peut être retenue et surtout s'il s'agit bien là du cadavre de Sophie Le Tan. En attendant, un médecin légiste est réquisitionné pour effectuer la levée du corps, une opération particulièrement complexe en milieu naturel. On va travailler exactement comme le font des archéologues quand on les voit sur des chantiers, avec beaucoup de précision, et éventuellement enlever le squelette et une partie de la terre sous-jacente, parce qu'on ne veut rien perdre. On ne veut pas perdre une dent qui serait tombée, on ne veut pas perdre un petit fragment osseux, et donc on va essayer d'être le plus prudent possible. Tandis que le squelette est transporté à l'INPS, l'Institut national de la police scientifique de Paris, une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort. La priorité de l'expert anthropologue est d'identifier ces restes humains. Pour cela, il doit parvenir à en extraire de l'ADN. Il va travailler sur ce qu'il a comme reste, des os longs, des os plats, les os du crâne. Alors c'est des techniques qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus compliquées, mais il reste encore des cellules qui sont analysables et qui permettent d'obtenir un profil génétique. Une fois ce profil génétique prélevé, il est aussitôt comparé avec l'ADN de Sophie Le Tan. Et le résultat est sans appel. Les ossements retrouvés sont bien ceux de l'étudiante. On est à 99,99999% de correspondance entre les deux. Donc on est sur une valeur très très probable en fait. Les experts examinent ensuite minutieusement le squelette en espérant y trouver des informations concernant les causes de la mort. Ils vont éliminer une mort occasionnée par des coups très violents d'un objet contondant qui aurait occasionné une fracture du crâne. Et puis ils ne retrouvent pas aussi de lésions qui pourraient évoquer l'utilisation d'une arme à feu. Alors,
en dehors de ce que le squelette en lui-même peut dire. Des morts même très violentes, par arme blanche, mais aussi par strangulation, ne peuvent pas être déterminées puisqu'il nous manque les éléments essentiels. En revanche, un indice attire l'attention des anthropologues. Un trait de coupe présent sur un fémur et sur une vertèbre. La nature de ce trait, qui est un trait relativement franc, évoque l'utilisation d'une scie, par exemple, pour avoir séparé l'os en deux. On a ce même trait qui est très spécifique au niveau d'une vertèbre cervicale, qui évoque beaucoup des manœuvres qui ont été faites pour ensuite, une fois la personne décédée, sectionner ces segments et faire que le corps puisse être sans doute transporté. Donc on sait que quelqu'un a coupé ce corps à l'aide d'un instrument, mais on n'a pas la preuve du lien avec la scie qui a été retrouvée chez Jean-Marc Reiser. Pendant ce temps, les enquêteurs de la PJ de Strasbourg ont la lourde tâche d'annoncer à la famille Le Tan que le corps retrouvé dans la forêt est bien celui de Sophie. Après 1 an d'attente et d'angoisse, c'est l'effondrement pour tous les proches de la jeune fille qui continuaient inlassablement à la rechercher avec l'espoir qu'elle soit toujours vivante. On est tous un peu esselés, on est tous un peu choqués. Ça fait des mois, plus d'1 an qu'on cherche Sophie et on la retrouve par hasard. Donc il y a beaucoup de sentiments qui sont mêlés. Il y a ce sentiment de se dire qu'on a peut-être mal fait, on a peut-être mal cherché, on était tellement proches et finalement on est passé à côté. Moi personnellement j'avais toujours de l'espoir. Jusqu'à la fin, oui. Toujours de l'espoir. Et ce fut un choc terrible lorsque ça a été confirmé. Tout s'évanouit dans un claquement de doigts. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est terminé. Si l'expertise anthropologique n'a pas permis de savoir comment Sophie Le Tan a été tuée, le juge d'instruction garde l'espoir que la vérité éclatera quand Jean-Marc Reiser passera aux aveux. Le 6 décembre 2019, 1 mois et demi après la découverte du corps de la jeune femme, le suspect est donc à nouveau entendu. Mais malgré le faisceau d'indices qui l'accablent, il reste inflexible. Reiser fait du Reiser, il reste dans ses dénégations, il dit qu'il n'a toujours rien à voir avec la disparition de cette jeune fille, et malgré le sang trouvé chez lui, malgré cette scie qui pèse lourd dans l'accusation, malgré la découverte du corps aujourd'hui, il reste sur ses positions, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la disparition et possiblement l'assassinat de cette jeune fille. Tandis que Jean-Marc Reiser campe sur ses positions, une expertise psychiatrique est ordonnée. Lors des 2 premières affaires, l'affaire des viols et l'affaire Aumann, qui avait donné lieu à un acquittement, on n'avait pas creusé aussi loin dans la personnalité de Jean-Marc Reiser. Et là, à la lumière de l'affaire Le Tan, les experts vont dénoter une dangerosité criminelle assez exceptionnelle chez cet homme de 58 ans. On va déceler des traits pervers, égocentriques, assez narcissiques, qui correspondent en général au profil psychologique des grands criminels. Les experts notent également le caractère impulsif et brutal du personnage, ce qui corrobore les témoignages de ses anciennes compagnes interrogées lors de l'instruction. Il y a une de ses ex-copines qui expliquera avoir été séquestrée un jour parce qu'elle voulait le quitter. Il y en a une qui a subi 18 points de suture suite à une bagarre avec Jean-Marc Reiser qui l'a frappé. Tout ça dénote quand même une relation un peu particulière entre Reiser et les femmes. À la lecture de ces conclusions, les enquêteurs s'interrogent. En plus des méfaits pour lesquels il a été condamné, Jean-Marc Reiser a-t-il commis d'autres crimes sans avoir été inquiété? Est-ce qu'on n'a pas affaire à un véritable tueur en série à la française qui aurait miraculeusement, grâce à son intelligence, échappé au radar et aux mailles du filet pendant de très nombreuses années? C'est ça qui inquiète énormément les enquêteurs. Et pourtant, ils ont cherché, ils sont revenus sur toutes les disparitions qui ont eu lieu, notamment en Alsace, quand il était hors de prison. On n'a pas retrouvé pour l'instant la trace d'autre chose. Mais vu le profil de Jean-Marc Reiser, on se dit que c'est assez étonnant si pendant 10 ans, 15 ans, il s'est tenu vraiment à l'écart et qu'il n'aurait absolument rien fait, rien préparé, rien tenté. Aujourd'hui,
Les proches de Sophie Le Tann vivent dans l'attente du procès. Ils veulent voir Jean-Marc Reiser sur le banc des accusés, avec un espoir. On attend que justice soit faite, et pourquoi pas un miracle, et connaître la vérité. Que M. Reiser dise enfin, reconnaisse ce qu'il a fait et dise ce qui s'est passé. Cette enquête a profondément marqué tous ceux qui y ont participé de près ou de loin, et tous savent qu'ils resteront à jamais hantés par le souvenir de Sophie Le Tann. Ce qui est marquant dans cette affaire, c'est le guet-apens dans lequel cette pauvre jeune fille est tombée, de tomber chez ce prédateur, d'avoir été attirée chez lui alors qu'elle s'apprêtait à prendre son premier appartement, à prendre son envol et qu'elle fêtait ses 20 ans. Et c'est ça qui donne à cette affaire un côté absolument tragique et exceptionnel dans son genre. C'était quelqu'un de bien qui ne méritait pas de... C'est vraiment une issue sordide, la pire des issues pour une jeune fille de son âge, oui. Elle est constamment présente. On ne peut pas ne pas penser à elle, surtout en ce moment, et à l'approche du procès final. Donc, elle est avec nous, oui.